Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jaël Mbongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boye imalamuna épisode Oyo. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, le deuxième de la série sur la femme ambitieuse. Dans l'épisode précédent, nous avons ensemble défini ce que c'était d'être une femme ambitieuse. Tu as peut-être découvert, toi, que l'ambition n'a pas ressemblé à celle de magazines, d'Instagram, que ce n'est pas les empires à bâtir, qu'elle peut être maternelle, créative, spirituelle et même tout ça à la fois. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fâche, mais qu'on n'a pas toujours connaissance et qu'on n'arrive toujours pas à nommer. On va parler de pourquoi cette ambition que tu as pris le temps de définir hier selon tes propres termes dérange autour de toi. Pourquoi l'ambition féminine dérange. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de te proposer ces deux tableaux. Disons que tu as un projet, un très beau projet, qui te tient à cœur, qui te fait vibrer, qui pourrait changer ta vie. Tu t'es mis au travail, tu crées, tu avances, tu construis, et puis il arrive que quelqu'un t'ait fait une remarque. La remarque en soi, elle n'est pas méchante. La personne te dit juste des phrases comme ça, l'air de rien. Tu ne crois pas que tu en fais trop, et les enfants dans tout ça, es-tu sûr que c'est raisonnable? Et là, progressivement, tu vas avoir comme ces petits pincements. Et puis cette petite voix qui va commencer à te murmurer, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis trop, peut-être que je devais ralentir. Si tu as déjà vécu ça, écoute, on est dans le même bateau. Déstress, tout va bien et tu es au bon endroit. C'est justement de ça qu'on parle aujourd'hui. On va parler de pourquoi ton ambition dérange et pourquoi on a du mal à nommer le pourquoi de ton ambition dérange. Je ne sais pas si dit comme ça fait sens, mais au fil de l'épisode, tu comprendras. Et je vais te dire d'entrée de jeu que tu n'es pas trop, que tu n'en fais pas trop, que tu n'es pas adapté, que tu n'as pas les yeux plus gros que les ventres, peu importe l'expression qu'on t'a rabâchée, qu'on t'a dit, et peu importe de quelle manière ça t'a été présenté. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que les systèmes dans lesquels tu évolues n'ont jamais été pensés et conçus pour toi. On va décortiquer ensemble comment les systèmes capitalistes patriarcales répriment l'ambition féminine, et ce, depuis 2 siècles. Comprendre ces mécanismes-là, ça va permettre aussi d'aller, au-delà de juste nommer, aller se libérer en fait de cela. Petit disclaimer, cet épisode n'est pas une incitation ou appel à la victimisation. On n'est pas dans une posture de plainte stérile où on va juste dire tout ce qui va pas et s'arrêter là. Ce n'est pas non plus un discours résigné de « Oh, tu sais, le monde, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Non, absolument pas. Ce que moi, je veux vraiment, c'est en écoutant cet épisode, que tu puisses, juste au-delà de comprendre, décoder les mécanismes, que tu puisses te mettre aussi dans cette démarche pour t'en extraire, pour vraiment créer tes propres codes à toi et redéfinir les termes selon toi. Et cela, j'ai créé un petit plan. On va aller en 5-6 étapes. Je ne sais pas si je ferai le tout, ça dépendra du flow de l'épisode. Mais déjà d'aller parler du système des délégations asymétriques. Ce que j'appelle délégation asymétrique, c'est pourquoi c'est plus facile à l'homme de déléguer quand pour la femme, c'est soit le poids de la culpabilité, soit elle prend tout à bras le corps. On va parler déjà de la double charge de la femme, donc sa charge à elle parce qu'elle a sa charge à gérer, mais aussi la charge de ce que l'homme lui a laissé gérer, et ce qu'on soit marié ou pas. On va parler de pourquoi ta performance est attendue, mais que ton intuition est réprimée.
On va parler des attentes caricaturales et des projections sociales qui t'enferment dans une vie qui ne te ressemble plus. Et pourquoi les femmes avant-gardistes sont étiquetées comme des marginales. Enfin, on va parler de comment la prévisibilité est utilisée comme outil de contrôle social. Mais surtout, comme j'ai dit en début d'épisode, mon but, ce n'est pas juste d'aller indexer et nommer les choses pour le plaisir de le faire, c'est surtout de proposer une voie de sortie, de te proposer de te guider en fait d'une façon pour que tu puisses créer les choses selon ton propre flow, ton propre rythme et tes propres normes. Ne sois pas là passive à m'écouter, prends des quoi écrire, prends ta boisson préférée. L'épisode va être long, mais ça va être très intéressant, très enrichissant et surtout ça va aller débloquer des choses, créer des connexions là où tu ne le voyais même pas. Prête? Alors c'est parti. On commence déjà avec les systèmes de délégation asymétriques. Dit comme ça ne te dit rien, mais on commence. Disons qu'on a un homme qui est ambitieux, d'accord? L'homme ambitieux, c'est un homme qui a une ambition professionnelle. On a défini hier c'était quoi l'ambition professionnelle. Cet homme veut bâtir sa carrière, son ambition, son empire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déléguer. Il va déléguer les tâches domestiques, soit à sa femme, soit à la femme des ménages, soit à une nounou. Il va déléguer la charge mentale du foyer à sa conjointe. Il va déléguer l'organisation familiale, les rendez-vous médicaux, les enfants, les repas, les devoirs. Et pour ça, personne ne va lui en vouloir. Au contraire, on va admirer son ambition. On va dire de lui, c'est un homme qui sait ce qu'il veut, que c'est un homme battant, c'est un entrepreneur, c'est un leader. Bref, c'est un homme responsable, c'est un homme ambitieux. Sa famille va comprendre, sa femme va gérer, la société va applaudir et l'homme pourra se concentrer à 100% sur son ambition. Même topo, on arrive chez la femme, donc on arrive chez toi. On va prendre la situation donc d'une femme. Elle aussi veut une carrière, business, empire, donc on reste dans l'ambition professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer quand cette femme va essayer de déléguer? Deux choix possibles. Soit la culpabilité. Si elle délègue les tâches domestiques, on va dire qu'elle ne s'occupe pas de sa maison. Si elle délègue les enfants, on va dire qu'elle n'est pas présente pour eux. Si elle embauche de l'aide, on va dire elle ne fait même plus ses propres repas. Regarde, elle s'est fait livrer ses repas et tout ça et tout ça. Ou encore, on va se retrouver dans le cas où cette femme va aller intérioriser ses jugements. Peut-être que ça t'est déjà arrivé à toi, d'aller intérioriser ces genres de jugements-là et de commencer à te sentir coupable et de déléguer ce que les hommes délèguent sans réfléchir. J'ai envie de dire, un homme, il délègue son repas sans réfléchir. Il y a beaucoup de choses que les hommes délèguent sans réfléchir. Et les femmes vont être dans cette posture, on va commencer à être coupable de déléguer cela. Coupable de vouloir plus que ce qu'on attend de toi. Ah, ok, on voulait juste que je fasse ceci et moi je veux faire un peu plus que ça. Enfin, peut-être que je ne devrais pas. Enfin, je reste dans les cases, je reste dans ce qui était prévu. Au final, on va se sentir coupable d'être ambitieuse. Tu vois l'ambition que tu as définie hier, qu'on a définie ensemble hier. Ben, tu vas commencer à être coupable d'avoir cette ambition-là, d'être ambitieuse de cette manière-là, tout simplement parce que la société n'a pas été pensée et conçue pour toi, pour intégrer en fait ton ambition. Et si tu ne délègues pas, tu vas être dans l'autre côté en fait de l'histoire, c'est que tu vas tout porter sur toi. Tu vas porter la charge domestique, tu vas porter la charge professionnelle, tu vas porter la charge émotionnelle, tu vas porter la charge mentale. Bref, tu vas tout porter. Tout ça parce que le système est conçu pour que l'homme soit ambitieux et que peut-être la femme soit ambitieuse, mais pas les deux en même temps. Si l'homme est ambitieux, c'est très bien. Et en ce moment-là, la femme, elle est là pour compenser, pour soutenir, pour gérer. Et quand la femme ose être ambitieuse, alors on va attendre tout d'elle. On va pas juste attendre qu'elle soit ambitieuse. On va attendre qu'elle soit ambitieuse et qu'elle puisse tout gérer. On va attendre qu'elle soit ambitieuse et qu'elle puisse tout porter sur elle. C'est ça que j'appelle la délégation asymétrique. Et du fait de poids de l'attente, en fait, des attentes qu'on va avoir sur la femme va avoir du mal à déléguer. Elle va vouloir tout porter sur elle et elle va être comme réfrénée dans son ambition. C'est ça la délégation asymétrique. Donc l'homme délègue vers le bas, elle délègue vers la femme ou l'aide extérieure. La femme, elle délègue nulle part
au pire, elle porte la culpabilité des délégués, c'est qui en soi annule les bénéfices de la délégation, parce que si tu délègues mais que tu es culpabilisé des délégués, donc ça te prend du jus dans la tête de te dire à chaque fois mais pourquoi j'ai fait ça, je ne devrais pas, je devrais. En fait, même si physiquement tu fournis pas l'effort, tu fais pas la tâche, mais en fait mentalement ça te prend du jus. Et ça, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment parce que en fait, on est dans cette posture de la femme va rester, enfin, je sais pas si tu as suivi la tendance à un moment que c'était la place de la femme, c'était dans la cuisine et tout ça. Mais en fait, c'est pas non plus de notre faute, c'est que des années durant, c'était en fait aussi ça la posture de la femme. Et de dire que cette femme, elle est sortie de ces cadres dans lesquels on l'avait mis, qu'elle est en train de converger vers d'autres cadres qu'elle est en train de créer elle-même, ben on sait pas quoi faire de ça. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le plan, ce n'était pas dans les cahiers des charges. Alors autant la remettre là où elle était censée être à la base. Comme ça, c'est plus arrangeant et c'est mieux pour tout le monde. Et donc, tu vois que cette double charge mentale-là, ça va venir s'amplifier avec toutes les tâches visibles comment j'ai envie de dire, invisibles en fait, que tu ne vois pas et que tu dois gérer. C'est souvenir des anniversaires, anticiper les courses, planifier les repas de la semaine, prendre des rendez-vous médicaux, vérifier les devoirs, penser aux cadeaux de la maîtresse, prévoir les vêtements d'hiver, gérer les conflits familiaux, maintenir les liens de la belle famille, enfin, toute une liste que tu peux rallonger de ton côté. Maman ne va pas bien, il faut que je l'appelle. Tel n'a pas fait les choses telles qu'il fallait. Ah, il va falloir que je fasse la médiation. En fait, t'en fais tellement trop, mais puisque ce sont pas des choses qui sont vues, on se rend pas compte, en fait, qu'au final, que émotionnellement et mentalement, tout ça, ça te prend de l'énergie. Et au final, tu n'as plus à donner pour c'est que toi, tu veux. Tu n'as plus à donner pour aller dépasser tes propres limites et aller, au final, créer la vie que tu souhaites. Et tu vas te retrouver dans un cercle vicieux de tourne en rond. Tu vas te dire, oh tiens, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais en fait, les problèmes, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui fournis beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Le problème, c'est que tu es dans un système qui t'épuise constamment. D'ailleurs, j'apprécie l'effet que le mot est de plus en plus vulgarisé. On en parle de plus en plus burn-out. Parce qu'avant, ce n'était même pas nommé. On savait même pas que ça existait, même si ça existait. Mais en fait, c'est le système qui va créer ces cercles vicieux qui va faire que on va porter la femme va porter la charge émotionnelle, elle va porter la charge mentale, mais pas que d'elle, de toute la famille. Et en plus de ça, il va falloir qu'elle puisse se dépasser, qu'elle puisse être belle, qu'elle puisse être entreprenante, qu'elle puisse ramener de l'argent à la maison. Enfin, tout ça, ça fait un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et donc, deux options. Soit tu ralentis ton ambition, tu mets tout ce que tu veux réaliser pour toi, pour les autres, pour le monde en pause. Tu repousses tes rêves, tu repousses ce qui te drive, tu te dis peut-être plus tard, ce qui en langage facile veut dire jamais. Soit tu rentres dans le rang, tu continues au prix de ta santé, de ta joie de vivre, de ta connexion avec toi-même, avec la volonté des dieux pour toi. Enfin, dans les deux options, tu te perds. Dans les deux options, l'ambition devient quelque chose de toxique pour toi. Et en fait, l'ambition devient quelque chose qui, j'ai envie de dire, ça t'éloigne en fait de toi. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'ambition, c'est mauvais. Je suis pas ambitieuse, je reste dans le rang, je reste dans les marges. Et ça arrange en fait la prévisibilité sociale, que j'en parlerai un peu à la fin. Et donc, pourquoi donc je disais que ça arrange la prévisibilité sociale? Parce que, tu sais, la culture du no pain, no gain, qu'on nous a appris que comment j'ai envie de dire ça? Si c'est pas douloureux, il y a pas de récompense. C'est ça, hein. Si tu souffres pas, si tu sues pas, si tu transpires pas, il y a pas de récompense, il y a pas de rémunération. En soi, c'est bien. Parce que le travail est rémunéré. Donc, dans ce sens-là, s'il y a transpiration, il y a rémunération, c'est bien. S'il n'y a pas transpiration, il n'y a pas rémunération, c'est bien. Mais les côtés péjoratifs que cette culture nous a apportés, c'est que on n'a pas besoin de transpirer pour être rémunéré. Comment j'ai envie de dire ça? Quand tu fais quelque chose qui est passionnant pour toi, tu exerces un métier, tu fais une tâche qui est passionnante pour toi, perso, tu n'es pas en train de suer, ce n'est pas difficile pour toi, tu ne souffres, tu n'es pas en souffrance. Au contraire, ça t'énergise, ça t'apporte du plaisir. Et comme on va être dans cette posture de c'est quelque chose qui t'apporte du plaisir, qui te fait du bien d'être dans quelque chose qui t'énergise, tu es dans ta zone des génies,
Et on va se dire, en fait, pour la zone des génies, on n'a pas à me payer. Parce que je ne souffre pas, je ne galère pas, je ne suis pas en souffrance quand je suis en train d'exécuter cette tâche-là. Quand je suis en train de faire cette chose-là, je ne suis pas en souffrance. Alors, pourquoi être payé? Et en fait, on va rentrer dans la phase où on va taire les femmes de leur génie naturel. On va taire les femmes de ce pourquoi elles sont douées naturellement. Et on va les emmener dans les terrains de la performance. Le terrain de la performance, c'est le terrain de la souffrance. Le terrain de la souffrance va être les terrains de la comparaison. On va se comparer à X à Y. On va se couper de la phase contribution, que je suis en train de contribuer à. On va être, je dois être meilleur que. Parce qu'on nous appelle à la performance. Et cette performance-là, même si on attend cela de nous, ça n'a pas été pensé par rapport à nous. Ça a été pensé par rapport aux hommes. Cette performance-là, elle ne tient pas compte des hormones, elle ne tient pas compte des cycles menstruels, elle ne tient pas compte, en fait, même de juste le simple fait d'être femme, en fait. Cette performance, elle a été pensée et conçue pour des hommes. On nous met déjà dedans. Et ensuite, en fait, ça nous coupe de notre génie naturel parce qu'on nous dit no pain, no gain. Si je ne souffre pas, je ne gagne pas, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas récompensée. Alors pourquoi je continuerai à exercer dans le domaine de ma passion, à exercer ce qui est naturel pour moi, à exercer ce qui est ordinaire pour moi, mieux que j'aille dans ce qui va demander plus de compétences, plus d'aptitudes, qui va me demander à me dépasser, mais me dépasser des façons subies et pas des façons choisies, parce qu'on attend des résultats de moi, parce qu'on veut de la productivité, de la rentabilité, on veut des résultats mesurables, quantifiables, bref, des choses prévisibles pour que ça soit fonctionnel. Et juste ça fait que ça coupe les ailes de l'ambition féminine. Ça coupe les ailes parce que très très vite, on rentre dans la case performance, on rentre dans la case être et faire comme les hommes, alors que nous ne sommes pas les hommes, tu n'es pas un homme. Et ça, progressivement, ça va éteindre en fait ta flamme intérieure, ça va couper les ailes de ton ambition, ça va encore une fois de plus te ramener dans les rangs. Et donc, comme tout ça ne vient pas tout seul, on a aussi les attentes caricaturales et les projections de la société. Tu connais les phénomènes où la société a une image très précise de ce que doit être une femme. Et quand tu ne rentres pas dans cette image, on va te faire comprendre que soit tu es de trop, soit tu n'es pas assez. Voilà les caricatures les plus courantes. Ça va être si tu es une mère, on va attendre de toi que tu sois dévouée, que tu sois sacrificielle, toujours disponible, que tu mettes tes enfants avant tout, que tu sois épanouie dans ta maternité. Et si tu oses dire « j'aime mes enfants, mais j'ai besoin de plus », on te regarde de travers, on te dit que tu n'es pas reconnaissante. Est-ce que tu connais combien de personnes sont en train de chercher des enfants et ils n'en trouvent pas? En fait, on va aller insinuer que tu es une mauvaise mère. Si tu es entrepreneur, on va attendre de toi que tu sois battante, que tu sois visible, que tu sois inspirante, que tu partages ta vie avec la planète Terre, que tu prouves constamment que tu mérites ta place. Et si toi, tu veux juste être loin des projecteurs, dans l'ombre et tout ça, il va y avoir 10 500 spéculations sur toi. On va te dire que si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Regardez les documentaires des femmes qui sont visibles et mondialement connues. Dès qu'elles disparaissent des tabloïds, mais il y a 2500 théories sur la raison pour laquelle elles ne sont pas là. Le tout, c'est de les inciter à reprendre parole, à revenir, à se prononcer. En gros, c'est comme si t'es pas visible, t'es pas là, t'existes plus. Et on va être dans cette posture où on va te faire comprendre que ton business ne sera jamais sérieux si tu ne joues pas les jeux de la visibilité, si tu ne joues pas les jeux de celle qui est tout le temps présente. La caricature de la femme célibataire, quand tu es célibataire, on va te demander « alors, toujours pas d'homme dans ta vie ?» Comme si ton ambition devait forcément venir d'un manque affectif, venir du fait que tu es seule, que tu n'as pas quelqu'un. Comme si une femme accomplie est obligée de forcément passer par la case avoir un homme à côté pour valider sa réussite à chaque saison de sa vie, parce que ça peut arriver plus tard quand tu es en couple. D'ailleurs, parlons du fait d'être en couple. Quand tu vas être en couple, on va aller peut-être te demander « et les enfants, c'est pour quand ?» Comme si ton couple n'avait pas de valeur, comme si ton couple était là justement pour qu'il y ait des enfants, comme si ton ambition de femme devait forcément passer par la maternité à tout bout de champ. En fait, tu vois le pattern, c'est que peu importe ce que tu fais,
il y a toujours une attente sociale qui va venir te dire ce que tu devrais être, en fait. Ce que tu devrais être. Et ce que tu devrais être, en fait, selon la société, te coupe direct, en fait, de ton ambition. Et c'est pour cette raison-là que l'ambition féminine dérange. Et maintenant, j'ai envie un peu de te parler des femmes avant-gardistes qui sont étiquetées comme des marginales. Parce que au final, il y a quand même des femmes qui sont allées au bout, qui ont poursuivi leur ambition, qui aujourd'hui, en fait, nous permettent aussi de nous lever, de prendre parole, de prendre position et de repenser les codes, de repenser les choses, de repenser nos vies finalement. Si tu regardes bien, les femmes avant-gardistes, avant tout, elles étaient comme, j'ai envie de dire, des rebelles. Elles se sont révoltées. En fait, quand elles ont osé faire différemment, elles ont été un cas extrême. Elles ont été un cas hors norme qui n'était pas prévu. Trop radical, trop intense, trop investi. Elles vivaient comme dans un monde à part. Et c'est comme si vouloir une vie qui ne ressemble pas au modèle dominant voulait automatiquement dire que tu es un cas à part. Comme si refuser de se conformer faisait de toi une extrémiste, tu vois un peu? Mais si tu regardes bien l'histoire, toutes les femmes qui ont fait avancer le monde d'une certaine manière étaient des marginales à leur époque. On rébobine. Aujourd'hui, quand on va aller parler des Marie Curie, on va parler de cette femme qui a obtenu double prix Nobel, je crois, un avec son mari et un toute seule. On va aller parler de cette femme qui a été dans la recherche et tout ça, tout ça. Ben en fait, on est ici, en 2025. On va admirer cette femme des années 1900. On va l'admirer, on va trouver qu'elle est inspirante, on va trouver qu'elle vraiment elle est ambitieuse, qu'elle est allée au bout de ses ambitions. Très bien. Sauf que si on rebobine, on va à l'époque des Marie Curie, c'était une marginale. C'était une femme qui, enfin, on avait même sali sa vie médiatiquement, enfin, on l'avait vraiment discréditée scientifiquement. Et en fait, à son époque, elle n'était pas vue comme elle est vue aujourd'hui. Mais si aujourd'hui on peut prendre exemple sur elle, c'est parce que elle a été marginale à son époque. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que si aujourd'hui tu es considéré comme marginal, c'est très bon signe. Ça veut dire que tu es en train de créer une voie, un chemin qui permettra à ce que ceux qui viendront après toi puissent avoir un modèle d'inspiration, une source d'inspiration, une voie tracée sur laquelle elles pourront marcher. On s'arrête pas à Marie Curie, je vais te donner d'autres exemples. Les suffragettes qui se sont battues pour les droits des votes, elles étaient des marginales, enfin, elles se sont rébellées pour finalement qu'on puisse leur accorder les droits des votes. Les femmes qui voulaient travailler en dehors du foyer, des marginales. Les femmes qui refusaient de se marier par force, les mariages forcés, les mariages arrangés, des marginales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a le droit des votes, on a le droit de travailler en dehors de nos maisons, on a le droit de se marier avec la personne de notre choix ou n'est pas se marier du tout. C'est parce qu'à une époque, il y a des femmes qui ont pris position, qui ont été des marginales à leur époque, mais en fait, c'était vraiment une posture, une position pour que nous, aujourd'hui, on ait la liberté de choix, on ait plus d'options que ce que la société nous présente, qu'on ait plus d'options que les boîtes dans lesquelles on nous avait préalablement rangés. Je vois pas si tu vois vraiment où je veux en venir et la force et la puissance de ça. Donc, si aujourd'hui, on te dit que tu es extrême, tu dépasses les bornes, tu es différente, prends cela comme un compliment déguisé, parce que ça veut dire que tu es en train de tracer les chemins que d'autres suivront. Ça veut dire que tu refuses de te conformer à un système qui n'a pas été pensé et conçu pour toi. En fait, en clair, ça veut juste dire que tu es une pionnière, que tu es en train d'inaugurer la voie des possibles, que tu es avant-gardiste. Mais vraiment, réalise cela. Réalise cela parce que, au final, la prévisibilité, comme je disais, c'est un outil de contrôle social. Si tu as déjà eu le temps d'échanger avec moi, tu sais ce que je pense. Si tu n'as pas eu le temps d'échanger avec moi, j'en parle. Ce que je pense en fait des aides sociaux en France. Si tu bénéficies des aides sociaux, je n'ai rien contre toi. Ce n'est que mon avis. Ça n'a rien de péjoratif. Mais je crois et je pense fortement que les aides sociaux en France, c'est quelque chose de prévisibilité qui permet de contrôler en fait les choses qui vont se passer par la suite et que c'est un cercle vicieux. Dans les sens où, quand tu rentres dans le système où tu
parce que j'ai conscience et connaissance qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout travailler, qui ont des difficultés, qui sont dans des situations que je ne connais peut-être pas, dont je n'ai pas connaissance et je ne sais pas nommer, mais qui font qu'elles peuvent pas travailler. Mais il y a des personnes pour qui c'est un peu comme la voie de la facilité. Hein, je m'adresse plutôt à ces personnes-là. C'est un peu comme la voie de la facilité. Je ne travaille pas, j'ai les chômages, j'ai tout ce qu'on peut donner. Et quand on a une vie de famille, il y a le complément pour les enfants et tout ça. En fait, on va être dans ces systèmes-là, on va faire ses dépenses en fonction de ça. Et en fait, on va vivre sa vie qu'en fonction de ça. Et en fait, on va limiter son ambition en fonction de ça. En aucun moment, on va penser aller dépasser ce qui a été établi, cette limitation des revenus mensuels, cette limitation des revenus qu'on peut avoir pour aller penser à d'autres possibilités, penser à d'autres projets. En fait, on va même pas le voir venir parce que c'est comme si les aides ont été pensées. J'ai vraiment pas envie que ça soit mal pris, mais vraiment, c'est comme si ça a été pensé pour les personnes pour qui c'est la voie de la facilité, pour le maintenir dans cette facilité-là et qu'ils n'aillent jamais chercher le plus que ces personnes-là méritent et que vraiment, si elles s'est donné le moyen, elles pourront les avoir. Boucle fermée. Et cette prévisibilité sociale recherchée, c'est pourquoi? C'est justement parce que si tu fais des choix différents que ce qui était prévu, on ne sait pas quoi faire de toi. Les systèmes ne savent pas quoi faire de toi. Si les systèmes a prévu que tu ailles aux études, qu'à 18 ans que tu aies les bacs, qu'ensuite tu fasses 5 ans d'université, maintenant il y a tous les MBA qui viennent, tu fais les MBA, ensuite tu es dans le marché du travail. Mais admettons que toi, tu dis que je fais pas mes études, je vais faire le tour du monde, découvrir d'autres cultures et tout ça. En fait, on sait pas quoi faire de cette femme-là. Une femme, si les critères sociaux font que tu dois te marier avant 30 ans et que toi, jusqu'à 40 ans, tu n'es pas mariée, on sait pas quoi faire de toi. Et en fait, quand tu n'es pas en train de répondre aux normes établies par la société, on va commencer à te pointer du doigt, à te montrer comme si tu es une marginale, mais en vrai, c'est parce que la société ne sait pas quoi faire de toi. Comme dans leurs chiffres, dans leurs statistiques, dans ce qui a été pensé, tu es comme une personne qui vient comme apporter une aberration au système, qui vient faire fausser les calculs mathématiques. Et ça, on ne veut pas. Et donc, c'est comme ça qu'à chaque fois, on va vouloir te ramener dans les rangs, on va vouloir te ramener dans des rôles, on va vouloir te ramener dans des cases. Pourquoi? Pour que tu sois prévisible, pour que tu sois contrôlé. Voilà, à mon sens, les raisons qui font qu'aujourd'hui, même en 2025, que l'ambition féminine soit vue comme un danger, soit quelque chose qui puisse déranger, parce que au final, nous vivons dans une société à majorité, parce que c'est pas partout dans le monde, mais notre société, notre monde est à majorité capitaliste patriarcale. Quand je dis capitaliste patriarcal, c'est surtout parce que le plus haut postes sont toujours occupés par des hommes, très rarement les femmes. Cite-moi les présidents de la République femmes, c'est sur le doigt de la main. Il n'y a jamais eu de pape femme. On va pas aller dans ces débats-là, mais c'est surtout à l'image vraiment de notre société qui est patriarcale, en fait, un peu plus tirée du côté du père. Mais mon but n'était pas juste de venir indexer ce qui va pas dans cette société, mais aussi de venir proposer des voies, des sorties, de comment toi tu peux créer tes propres codes des réussites, de te dire ok, j'ai connaissance de ça, je sais, j'ai compris les mécanismes, j'ai compris les schémas, j'ai compris en fait tout ce qui était prévisibilité, j'ai compris tout ce qui était délégation asymétrique, j'ai compris tout ce qui était projection caricaturale, j'ai tout compris, mais comment aujourd'hui Jaël concrètement je fais pour m'en sortir? Parce que justement, c'est ce que je t'avais promis au départ de l'épisode. L'étape 1, c'est déjà de refuser la culpabilité qu'on va t'imposer. Vraiment, pour moi, c'est la première des choses à faire. C'est de refuser la culpabilité. Quand quelqu'un va te dire, quand dans une situation, tu vas te sentir comme si on va pas croire en toi, on va te faire montrer que tu es trop, pose-toi la question, est-ce que je me sens épanouie dans ce que je fais? Si la réponse est oui, alors tu n'en fais pas de trop. Alors, répète-les autant de fois que possible que nécessaire. Je me sens épanouie dans ce que je fais, je ne suis pas de trop, je fais juste ce qu'il faut en fonction de ce dont j'ai besoin et ce qui me drive sur le moment. Et en fait, plus tu le feras, tu verras que cette culpabilité qu'on va t'imposer, elle ne sera pas la tienne, mais elle sera celle du système qui veut tout simplement te ralentir, qui veut tout simplement arrêter en fait et couper les ailes de ton ambition et vraiment refuse cela. Deuxième chose, c'est de définir tes propres critères de réussite.
Moi, je suis une femme noire, j'ai des cheveux crépus. Depuis 2014, j'ai coupé tous mes cheveux et je n'ai plus jamais défrisé mes cheveux. Là, j'avais encore récemment coupé mes cheveux. Mais ça fait que mes cheveux sont toujours crépus, quoi. Mes cheveux sont jamais lisses. Mais au début, comme avant j'ai défrisé mes cheveux, j'avais des coiffures que je faisais avec de cheveux défrisés. Enfin, parce que quand les cheveux crépus sont défrisés, c'est vraiment très, très lisse, très, très raide. Et en fait, j'avais des coiffures que je faisais. Quand je me suis reconvertie vraiment au crépus 100%, au zéro défrisage et tout ça, en fait, il y a des coiffures que je ne peux plus faire du fait de ma texture de cheveux. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps à juger mes cheveux parce que ça ne pouvait pas me donner les mêmes résultats que les cheveux lisses. Alors que j'étais dans un contexte totalement différent. Mes cheveux n'étaient plus lisses, ça ne pouvait plus être lisse. Et donc, je devais définir d'autres types de coiffures que j'allais apprécier, que j'allais fièrement porter, mais qui n'avaient pas le même code que les cheveux lisses. Et donc, le but ici, pour toi, pourquoi je t'ai donné cet exemple, c'est vraiment d'arrêter de mesurer ta réussite selon les standards du système et de créer tes propres mesures. Si le système te dit il faut gagner beaucoup d'argent, demande-toi de combien, toi, t'as minimum pour vivre. Beaucoup d'argent, ça veut rien dire. Toi, tu as besoin de combien pour vivre? Beaucoup, c'est combien pour toi? Avoir un poste prestigieux, demande-toi, quel est l'impact que toi, tu veux avoir personnellement, professionnellement, au niveau des autres. Être visible sur les réseaux, mais demande-toi à qui tu veux transmettre un message, qui tu veux aider, qui tu veux porter, quel message au final tu veux léguer. Si on dit qu'il faut avoir une famille parfaite, mais en fait, demande-toi quel genre de famille au final toi tu veux construire. Ça se trouve, tu veux avoir des familles récomposées, c'est ton droit. Juste pose-toi la question, ramène les choses à toi. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi de réussir ta vie? Ramène des choses. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi d'avoir du temps pour créer? Qu'est-ce que ça signifierait pour toi de vivre aligné? Pose-toi les questions, ramène les choses à toi. Et vraiment, pour t'accompagner dans cette démarche, j'ai créé un manifeste, le manifeste Femmes ambitieuses. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Tu peux aller lire et poursuivre la suite avec moi. Ça a été un honneur pour moi d'enregistrer cet épisode, le deuxième de la série, puisque tu as pris le temps avec l'épisode 1 de définir c'était quoi l'ambition selon toi. Avec cet épisode, on a pris le temps d'aller vraiment décortiquer pourquoi cette ambition dérange. Donc, on est parti chercher les facteurs extérieurs qui coupent les ailes de ton ambition et qui arrêtent ton ambition. Demain, on va aller parler de choisir ses renoncés pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe le plus à l'intérieur de toi qui fait que tu portes un peu plus encore cette culpabilité-là de poursuivre et d'aller au bout de ton ambition. Partage cet épisode à une amie qui se sent coupable de vouloir toujours plus. Partage-la à une sœur qui porte seule toutes les charges visibles et invisibles. Partage cela avec cette femme qui a besoin d'entendre que ce n'est pas elle le problème, mais le système qui doit être réformé et repensé pour et par des femmes. Et si tu as des retours à me faire toi-même par rapport à des situations que tu as pu vivre qui auraient coupé les ailes de ton ambition, qui t'auraient limité, freiné dans ton élan, écoute, viens me le partager sur Instagram, la révélatrice-8. Je prends toujours plaisir à échanger sur des sujets comme celui-ci. Prends soin de toi et retrouvons-nous demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle une mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!